Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Club des Petites Villes de demain. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui va durer 1 heure et nous amener jusqu'à 16 heures. Il s'agit du troisième rendez-vous déjà de la semaine thématique sur vivre avec la nature dans les petites villes de demain que nous avons concocté avec de nombreux partenaires et en particulier aux côtés de la NCT, l'Association des petites villes de France, la Banque des territoires, le CEREMA et POPSU Territoire. Aujourd'hui, vous nous rejoignez pour échanger sur comment intégrer la nature dans mon projet d'aménagement urbain. Et comme toujours sur ces rendez-vous, on vous propose de partir d'un témoignage inspirant, de prendre le temps d'échanger autour. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'écouter et d'échanger avec des experts qui pourront vous présenter des solutions, de l'offre de services et puis une prise de recul avec Monsieur Bouillon. Donc, j'ai commencé à le dire, nous allons avoir Stéphane Baudry, donc maire de Saint-Mexin-l'École, Jean-Marc Bouillon pour l'interprofession Valor, Pierre Fouché du CEREMA et Yann Lancien de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, qui reviendra notamment sur le fonds vert, sur lequel on a déjà pu échanger lundi. Comme toujours, on vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et réponses en bas de votre écran. Vous pouvez réagir aux questions que les autres posent. On va répondre à un certain nombre de questions par écrit, en prendre beaucoup à l'oral. Et si vous avez le moindre souci technique, réservez plutôt ces éléments à l'onglet discussion ou chat. Et dernier point logistique, comme toujours, ce rendez-vous est filmé, enfin enregistré plus exactement. Le replay sera mis en ligne rapidement sur notre site internet ainsi que les supports de présentation que les intervenants ont préparés pour vous. Sans plus tarder, je vous propose donc d'entamer la première partie de ce webinaire avec le retour d'expérience de la ville de Saint-Mexin-l'École par Monsieur le maire Stéphane Baudry. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Vous avez une petite ville de, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 7000 habitants, donc vraiment au cœur des sujets Petite Ville de demain dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. Je vous cède la parole pour une dizaine de minutes pour nous présenter, je crois, 2 exemples d'aménagement urbain prenant en compte la nature que vous avez pu mettre en place dans votre commune. Monsieur le maire, je vous en prie. Et bonjour à toutes et tous. Merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir que de venir vous faire partager notre modeste expérience. Alors peut-être pour situer, en effet, Saint-Mexan-l'École est une commune d'un peu plus de 7000 habitants qui est située dans les Deux-Sèvres, une ville connue essentiellement puisque nous formons l'ensemble des sous-officiers de l'armée de terre française. Alors Saint-Mexan-l'École, peut-être pour bien la comprendre et bien la situer, on a quelques éléments un petit peu contraignant puisque c'est une ville de 5 km² sur lesquels nous avons donc 7000 habitants, ce qui fait qu'on a la plus grande densité des Deux-Sèvres sur finalement un petit territoire. Et ça, si je vous dis ça, c'est que ça a forcément un lien avec notre sujet, c'est que cette densité conduit à ce qu'on ait une ville qui soit très fortement artificialisée. On a finalement très peu d'espaces verts et la place de la nature dans la ville était quasiment absente. Ce qui fait qu'au moment de l'établissement de notre plan climat, air, énergie du territoire, la ville a été considérée comme particulièrement vulnérable, notamment pour les effets îlots de chaleur au sein de la ville. Et on a pu le constater cet été, c'est que le corollaire de l'augmentation des températures, outre que ce soit très difficilement vivable pour les personnes, c'est au moment des fortes intempéries, eh bien, nous avons des phénomènes d'inondation importants à un instant T. Donc ça, ce sont un petit peu les différents éléments. Nous sommes une ville labellisée Petite Ville de demain, donc comme beaucoup des villes qui ont eu ce label, c'est qu'on cumule aussi un certain nombre de signaux d'alerte, dévitalisation du centre-ville, un développement de la précarité, un habitat qui aussi se dégrade. Alors face à tout cela, on prend la végétalisation finalement comme un élément pour redévelopper la ville, en refaire un élément d'attractivité, tout en adaptant notre ville au réchauffement climatique. Le premier exemple que je vais vous prendre, donc là, vous avez les photos après réalisation, mais il s'agit du mail Marie Granet que nous avons créé.
Notre ville, elle a une autre particularité, c'est qu'elle est sur l'axe Poitiers-La Rochelle et elle est traversée par à peu près par cette départementale. Or, toute la partie historique de la ville est peu connue et peu vue finalement par cette avenue qui sert de frontière. Et un des enjeux dans le projet de revitalisation, ça a été comment finalement on redonne à voir notre centre-ville et on redonne à voir vers le cœur de la place du marché. Ici, sur cet endroit-là, avant cet aménagement, vous aviez donc un grand bâtiment qui prenait la partie au niveau de l'endroit où on peut voir les chaises bleues. Et sinon, c'était derrière un grand parking entièrement goudronné et sans aucune plus-value. Et donc, l'enjeu a été de se dire comment, outre de faire une ouverture et de donner à voir le cœur historique, comment on redonne place finalement aux piétons, au cadre de vie et surtout, comment on réimplante de la nature. Donc ça, c'est un projet qui avait été initié sous l'ancienne mandature et quand nous, on est arrivé en fonction, tout de suite, notre préoccupation, ça a été de dire, eh bien, il faut augmenter la végétalisation. Donc, ce que vous pouvez constater ici avec à la fois des espaces en armée, mais aussi la plantation d'un nombre important d'arbres. Ce lieu aujourd'hui est un vrai lieu de vie. On voit les familles venir s'y retrouver, flâner. Des spectacles aussi s'y développent. Et l'autre élément, c'est que Saint-Mexant, elle est traversée par la Sèvre niortaise. Jusqu'à maintenant, finalement, il n'y avait pas de connexion entre la ville et son espace en bord de Sèvre. Et ça a été un de nos enjeux, de se dire comment aussi on se sert de la nature, la valorisation et sa protection pour pouvoir justement rendre notre ville attractive et la connecter au mal que vous avez vu précédemment. Eh bien, ça, c'est un ensemble d'actions que nous avons déployées par l'implantation de passerelles. Vous en avez un exemple ici qui nous a permis finalement d'avoir un cheminement piéton tout le long des bords de Sèvre. Mais comment aussi on les valorise, ces bords de Sèvre, auprès de la nature. Donc, nous avons ouvert une première séquence, un parc, qui était adossé à un champ qui finalement n'était pas utilisé. Nous avons réouvert ce parc, nous avons dans le champ, nous sommes en train de le transformer en verger communal, accessible à tous. Et ce premier parc devient un lieu aujourd'hui de concert l'été. Et nous y avons adossé aussi tout un cheminement piéton, puisqu'on est en zone humide. Donc, il fallait qu'on puisse préserver la nature et que cet élément soit accessible tout au long de l'année. Et ces espaces font l'objet de plantations désormais très régulières avec les habitants et notamment de haies. Mais on essaie aussi de travailler dans la biodiversité dans son ensemble, donc sur la place aussi des abeilles, des essences locales. C'est notamment ce qu'on fait autour du verger. Et ces éléments-là, finalement, c'est la réunion entre la place de la nature dans la ville, qui est recherchée et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une attractivité importante. Et on le voit, on a de plus en plus de personnes qui viennent dans notre ville et qui reviennent, qui en font aussi des lieux de cohésion, puisqu'on y a aussi... donc, je parlais du parc tout à l'heure avec les guinguettes l'été, mais on a aussi tout un skatepark qui s'y est implanté. Derrière la passerelle, vous voyez un espace goudronné qui va être entièrement revégétalisé et qui va accueillir une aire de camping-car. C'est la réflexion finalement comment désormais on pense notre ville en ayant tout le temps une continuité verte, à la fois pour qu'on puisse absorber l'eau en pleine terre, mais également pour réavoir des arbres et des plantes dans notre ville pour préserver cette biodiversité. Une question qui est importante aussi dans ces projets de végétalisation, c'est à la fois la manière dont on le partage avec les habitants et les habitantes pour que ce soit aussi accepté, puisque ce sont de nouveaux paradigmes, cette place de la nature en ville. Donc, chaque réaménagement a fait l'objet de concertation et de consultation. Je prends l'exemple du parc Hélène Guyonnet. Quand on l'a réouvert, on a au préalable travaillé ce parc avec les habitants et les habitantes sur l'ensemble des aménagements. Mais qui dit plantation dit la question de la place de l'eau aussi dans la ville. Et on est, comme beaucoup de territoires, on a connu un été très compliqué. Nous sommes toujours en restriction d'eau. Et c'est une des réflexions aussi en parallèle de la végétalisation auquel nous essayons de travailler et de penser, c'est comment on peut récupérer aussi l'eau dans la ville pour pouvoir accompagner ces plantations qu'on peut faire. Parce qu'on sait qu'un arbre que l'on va planter, eh bien, dans les 2 premières années, il va falloir lui apporter de l'eau et on est sur des territoires qui deviennent de plus en plus vulnérables sur cette question de la ressource en eau. Donc, c'est un petit peu l'enjeu au travers de cette végétalisation
c'est comment finalement on en fait un élément pour rendre nos villes attractives tout en s'adaptant au changement climatique et en pensant la question des transitions. Transitions écologiques, mais les transitions aussi dans les espaces urbains qui doivent réintégrer cette question de la nature et des espaces verts. Et puis, transition aussi démocratique avec la participation des habitants et des habitantes. Et donc, voilà, on a tous ces projets, comme vous pouvez le voir, avec les écoles, où là, ils sont en train de planter justement des espèces de fruitiers qui sont propres à la ville, mais également aussi la question de la place des abeilles. Et par exemple, on a implanté plusieurs ruchers sur tout le long de ces bords de Sèvres. Et aujourd'hui, tout le miel qui est consommé dans nos cantines scolaires, donc on fait à peu près 1100 repas par jour, eh bien, c'est du miel qui provient des ruchers de la ville. Et ils sont construits avec aussi des panneaux un peu explicatifs pour que la question aussi de cette place de la ville, de la végétation, des fauches tardives que l'on peut faire puisse être comprise et partagée par les habitants et les habitantes. Je crois que j'ai atteint les 10 minutes qui m'étaient accordées. Donc, voilà, de manière très sommaire et synthétique, 2 exemples de projets pour à la fois recréer de l'attractivité tout en respectant la nature. Merci, monsieur le maire, pour tout ça et puis pour votre ponctualité remarquable. Donc, j'invite les participants qui le souhaitent à poser les questions qu'ils auraient sur ces 2 aménagements, donc que ça soit l'allée en cœur de ville avec transformation d'un ancien parking. C'est vraiment une problématique qu'on retrouve dans beaucoup de communes. Et puis, ces aménagements de bord de Sèvres. En attendant que les questions arrivent, parce que j'ai vu des gens dire bonjour et bonjour également, mais j'imagine que ça annonce une question qui n'est pas encore tapée. Moi, j'avais une question pour vous, monsieur le maire. Une première, ça fait un peu écho à ce que vous évoquiez sur les restrictions d'eau, mais de manière plus générale, comment vous avez intégré le sujet du coût des entretiens de ces espaces verts, parce que dès qu'on parle d'aménagement urbain et notamment d'aménagement vivant, ça va avoir c'est un investissement et un coût et un frais de fonctionnement régulier. Est-ce que vous l'avez intégré et est-ce que vous avez cherché une approche de sobriété là-dessus ou pas Ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. C'est en effet un vrai sujet. Je ne sais pas si on l'a totalement réglé. En tout cas, nous, ça s'est accompagné aussi d'une montée en puissance de notre service espace vert. C'est aussi ce que je disais sur la question de la pédagogie, d'expliquer qu'il y a des espaces qu'on fait désormais en fauche plus tardive, donc on ne tombe pas tout le temps et tout au même moment. Et c'est un travail aussi de longue haleine et de pédagogie auprès des habitants et des habitantes, notamment sur le fait que c'est peut-être plus aussi choquant d'avoir de l'herbe qui pousse sur un bord de trottoir aujourd'hui, et qu'il faut peut-être changer nos perspectives. Mais il y a des endroits où c'est particulièrement sensible. Nous nous sommes lancés dans une végétalisation complète du cimetière et la période d'entre-deux, entre le moment où on n'arrache plus tout ce qui sort et le moment où les pousses et les semis qu'on fait sortent vraiment de terre, ça génère des moments désagréables qui nécessitent beaucoup d'explications aux personnes que c'est pas qu'on délaisse, c'est qu'on est en train de changer le modèle et que ce système-là prend un petit peu de temps. Donc, c'est encore un sujet, on avance, on essaye de prendre en compte, mais sur lequel il faut qu'on avance aussi en marchant parce que c'est tout un univers mental à la fois des habitants, mais aussi des agents sur la manière de concevoir l'entretien de l'espace public qu'on doit faire évoluer. Merci beaucoup. Et puis, cette première question a déchaîné, a déclenché une salle d'autres questions. En lien avec ça, il y a la question de Thierry Legendre sur la formation des agents de la commune. Donc, vous parliez de changement un peu de perception, mais de manière générale, est-ce qu'il y a eu besoin de formation, augmentation d'effectifs ou pas? Alors, on a la chance d'avoir une responsable des espaces verts qui était déjà bien sensibilisée et bien au fait de toutes ces questions-là. Mais c'est vrai qu'on est vigilant sur le plan de formation qu'on peut offrir aux agents de nos espaces verts. C'est aussi un travail continu de dialogue entre le directeur des services techniques et leur référent de pôle sur justement comment progressivement on transforme les pratiques, ce qui veut dire aussi transformation parfois des outils
qu'on peut utiliser. Donc oui, on avance en marchant sur ces sujets-là. Comme tout le monde, merci beaucoup. Alors, il y a ensuite un paquet de questions que je vais rassembler sur l'aide à la conception. Est-ce que vous avez sollicité, bénéficié d'une aide à l'ingénierie particulière? Et à ce titre, également dans le plan de financement derrière, est-ce que vous avez bénéficié d'aide au financement par l'Agence de l'eau? Et sur qui vous vous êtes appuyé? Le CERIMA, un bureau d'études, un paysagiste, voilà. Peut-être sur la phase de conception, à la fois de montage et de financement. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'avant d'être Petite Ville de demain, on a fait partie de la Mise Centre-Bourg. Donc, ce qui nous a permis d'avoir des financements importants et d'être accompagnés à la fois en termes d'ingénierie et aussi en, en financement important pour pouvoir les réaliser. Donc, on a été accompagné sur le mail par un cabinet, un architecte qui avait pensé une grande partie du projet de revitalisation. Et puis, on a fait appel à un autre bureau d'études aussi sur la partie aménagement du platelage parce qu'il y avait quand même beaucoup de problématiques, permis, voies sur l'eau. Donc, il y avait quand même beaucoup de sujets à prendre en compte. Sur la partie des essences, on s'appuie beaucoup sur le CPIE, donc le Centre permanent d'initiative à l'environnement. Localement, il y a un certain nombre aussi d'associations qui sont engagées autour des essences locales. Et donc, on s'appuie beaucoup sur leur expertise, sur De Sève Nature Environnement aussi, qui a pu faire une étude de notre biodiversité sur les bords de Sèvres et donc les aménagements qu'ils pouvaient faire pour les protéger. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. Et puis vous en avez même pris une suivante. Parfait. Je regardais dans celle, je regarde parce que comme il y en a qui votent, donc celle qui a le plus de petits pouces, de Céline Ouedraogo, qui demande sur un espace aussi artificialisé, avec des réseaux en sous-sol, quelle réflexion sur la notion de pleine terre pour une viabilité des arbres qui sont plantés? J'imagine surtout sur la partie reconversion d'allées qui est un ancien parking. Alors oui, même j'y ajouterais qu'en plus c'est une ville historique, donc avec énormément de souterrains. Donc sur la partie des arbres, on s'est en effet confronté à cette difficulté-là, et une des solutions qui a été retenue, c'est de surélever aussi les arbres, de faire des cultures sur butte pour leur permettre de s'épanouir plus facilement et sans venir endommager aussi les réseaux qu'on pouvait retrouver un peu plus en profondeur avec les racines. Des buts pérennes, du coup, j'imagine, Oui, pour... oui, pérenne, oui. En terre. Merci. Une autre question, là aussi, qu'on retrouve très fréquemment. On a parlé de parking. Combien de places de parking vous avez supprimées et comment vous avez accompagné cela? Alors, le sujet sensible toujours de la place du parking dans nos villes. Alors, on a en soi pas supprimé de place de parking. Par contre, le réaménagement s'est étendu sur la rue dans son ensemble, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus étendues, mais on retrouve le même nombre de places de parking. En revanche, l'avantage que cela a eu, c'est qu'on redécouvre un certain nombre de personnes de manière importante qui viennent à pied, flâner avec leurs enfants ou à vélo, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'aménagement sécurisé pour pouvoir rejoindre le centre-ville. Et puis, on a la chance d'avoir une grande place à 300 mètres avec aussi 1600 places de parking. Mais c'est vrai que ça a été un grand sujet. Les gens, le fait que ce soit beaucoup plus étendu et pas concentré, avaient le sentiment qu'on avait supprimé les places de parking. Merci beaucoup. Il est 15h20, nous allons bientôt passer à la suite. Je regarde juste si on peut en prendre une ou deux. Et puis, monsieur le maire, si vous pouvez rester encore avec nous un tout petit peu et que vous acceptez, peut-être je vous laisserai répondre par écrit si vous avez des éléments, si ça vous convient. Oui, très bien. Merci. Alors là, je ne sais pas laquelle vous plaît le plus. Peut-être une qui a eu 3 votes sur le plan de communication auprès des habitants pour passer le cap de l'acceptabilité d'une gestion différenciée. Si vous pouvez revenir un petit peu dessus. Oui, alors c'est déjà une communication en continu. On a à la fois, on communique à chaque fois sur chaque projet, donc dans la presse, sur le bulletin municipal, sur les réseaux sociaux, et puis sur les lieux en tant que tels, directement avec des panneaux d'information, puisque c'est souvent quand on est sur le lieu que les gens peuvent être interpellés, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir leur répondre. Et puis souvent on fait beaucoup de pédagogie, on a des conseils de quartier, et donc c'est aussi souvent dans ces moments-là où on peut prendre plus le temps de partager le sens plus en détail et de rassurer les personnes.
Donc, sur les sujets de communication, il n'y en a pas un plus que l'autre à privilégier. Tous viennent toucher un public et viennent se compléter. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Donc, on va regarder pour répondre par écrit et puis sinon, on reviendra vers vous pour apporter des réponses. Il y a une question particulière qui ne s'adresse pas spécifiquement à monsieur le maire, mais qui est plutôt une question, je pense, pour le collectif sur les plus petites communes qui n'ont pas forcément de services espaces verts. Donc là, effectivement, c'est puisque monsieur le maire est d'une déjà grosse petite ville, on va dire, enfin, par rapport aux plus petites communes. Question bien prise, on va essayer de vous trouver des exemples. Moi, spontanément, je pense à Volonne, qui est une toute petite commune rurale, qui n'est pas dans le point petite ville de demain, mais qui est une opération très exemplaire en termes d'écoquartier et de végétalisation. Donc, on va regarder peut-être en tout cas pour Marion de Calf, et puis ceux qui sont intéressés, on essaiera de vous mettre des retours d'expérience, comment ces communes font avec dans des toutes petites communes ou sans espace vert. Bien pris. Et, euh, et merci beaucoup pour toutes les questions. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces webinaires. En tout cas, monsieur le maire, votre témoignage a, a galvanisé les foules. Donc, merci beaucoup. Pour la deuxième partie, comme annoncé, on vous propose de revenir sur le fond vert. Madame Stéphanie Dupuy-Lyon, donc directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et Yves Schenfeigel, donc directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne, ont présenté le fonds vert lundi lors de la table ronde d'ouverture, et vous retrouverez bien sûr le replay et l'article de synthèse de ces discussions très prochainement. Il nous a semblé, avec le ministère en charge de la transition écologique, très opportun de revenir sur ce fonds structurant pour que vous puissiez bien appréhender tous les tenants et aboutissants et vous en saisir au mieux dans l'année qui arrive. Donc pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Lancien, qui est donc chargé de mission au sein de sa direction générale et qui va vous présenter le fonds vert et notamment comment il peut accompagner vos démarches de végétalisation. Oui, effectivement, bonjour et merci beaucoup à la NCT déjà de nous inviter et à tout le réseau, tout le club de nous donner l'opportunité de dire tout ça et aussi à monsieur le maire qui a donné un exemple qui va très bien illustrer tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est très bien. Alors, donc sur le fond vert, donc enfin déjà pour dire que du point de vue du ministère de la Transition écologique, l'idée derrière le fonds vert et le soutien de la nature en ville, c'est de sortir un peu d'une vision de la nature en ville qui était avant tout pendant longtemps été ornementale, décorative, au mieux un espace de loisirs. Et ça peut être tout ça, hein, la nature en ville, et c'est important que ça la reste. Mais de plus en plus, on voit que ça peut être beaucoup plus que ça en intégrant les fonctionnalités écologiques de régulation hydraulique ou d'apport de fraîcheur. Donc, il y aura des interventions beaucoup plus expertes, donc je vais pas m'étendre sur ces sujets et passer directement sur le fond vert. Donc, pour déjà en présenter les grands principes, le fond vert dans son ensemble, je vais pas revenir non plus énormément dans le détail parce que Stéphanie Dupuy-Lyon en a déjà dit quelques mots et vous avez le lien vers le guide qui pourra vous aider. Si ce n'est que rappeler les grands principes. Donc, c'est avant tout, ça s'inscrit dans les stratégies nationales de transition écologique. Donc, que ce soit la stratégie nationale bas carbone, le zéro artificialisation nette, le plan biodiversité, etc. Je ne vais pas toutes les faire, mais donc voilà, ça répond à ça, ça outille ces stratégies nationales pour donner des solutions au territoire. Donc c'est le deuxième point qui est important, c'est que ça part des projets des territoires, euh, des collectivités et de leurs partenaires, de tout l'écosystème qui peuvent mobiliser pour les rendre possibles. Donc les trois axes d'action qui sont déclinés dans le fonds vert sont la performance environnementale,
l'adaptation des territoires au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Dans ces 3 axes vont se décliner 14 mesures un peu plus spécifiques que vous retrouverez à nouveau dans le guide. Et il est doté pour 2023 de 2 milliards d'euros. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes. Et moi, je suis en charge notamment de la partie fonds de renaturation des villes, donc qui est une des mesures de l'axe adaptation des territoires au changement climatique, et qui donc, comme son nom l'indique, va chercher à porter, à permettre les projets qui amènent de la nature en ville. Donc le grand principe directeur de ce fonds de renaturation des villes, c'est d'améliorer la résilience des villes face au dérèglement climatique. La nature en ville peut avoir énormément de fonctions très très diverses, de la biodiversité, du stockage carbone, de fonctions sociales, économiques, il peut y avoir de la production avec l'agriculture urbaine. Il y en a énormément, et c'est important de chercher à développer le plus possible cette multifonctionnalité, mais il faut quand même se rappeler que le fonds de renaturation des villes, sa première entrée, c'est quand même la résilience des villes face au dérèglement climatique. Donc c'est par exemple la mitigation des risques d'inondation en renaturant des cours d'eau par exemple, ou ça va être les îlots de chaleur. Monsieur le maire en a parlé avant, c'est apporter de la nature en ville, ça favorise les îlots de fraîcheur. Euh, et, euh, et donc l'idée derrière tout ça, euh, c'est aussi de mettre la nature vraiment au cœur du projet de territoire. Et de ce point de vue-là, je pense que l'intervention par rapport à Saint-Mexant est très intéressante, parce que elle montre exactement ce qu'on veut soutenir. C'est des projets qui sont certes pour apporter de la nature en ville, mais qui sont intégrés à un projet global. C'est pas juste apporter de la nature, et on l'a vu, les questions le montrent aussi, quand on commence à apporter de la nature, ça peut poser des questions sur le parking, donc on va toucher des questions de mobilité. Donc on s'intègre très rapidement dans une question de vision de territoire, de projet de territoire plus global que juste dire, bon, bah, je vais rajouter un arbre ici et un jardin ici. Donc, c'est le fonds de renaturation va chercher comme ça à favoriser les actions qui s'inscrivent dans des projets de territoire et qui déclinent une stratégie locale qui a été aboutie, qui intègre toutes les fonctions de la nature. Et un autre point, ça va être de favoriser les projets où l'effet levier sera le plus bénéfique. Donc, typiquement, les territoires, il y a une vulnérabilité face au changement climatique qui va être plus importante, ou une vulnérabilité peut-être socio-économique qui va être plus importante. Donc, et où l'apport financier va permettre de débloquer des projets qui sinon financièrement on sait que c'est compliqué. Hein, la nature en ville, un arbre ne paye pas de taxes foncières, il paye pas de loyer, donc trouver l'équilibre financier dans des opérations de renaturation, c'est compliqué. Donc c'est ça un peu l'angle, c'est de pouvoir avoir l'effet levier le meilleur possible. Donc, voilà, j'ai fait au plus vite. J'espère qu'il y C'est aurait parfait. bien plus de choses à dire. Oh oui, je pense qu'on n'a pas fini de parler du Fonds vert dans le cadre du Club Petite Ville de demain en particulier. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser les questions que vous pourriez avoir sur le Fonds vert à Yann Lancien au fil de... Ah ouais, je vois, ça arrive. Super, merci. Donc, on va continuer avec l'intervention suivante et puis on prendra les différentes questions d'ici là. Yann, n'hésitez pas à répondre par écrit si vous le souhaitez ou si vous préférez répondre à l'oral. On les prendra à l'oral après. C'est vraiment comme vous préférez. Comme toujours, hein, sur le Fonds vert ou sur l'ensemble de l'offre de service, n'hésitez pas à vous rapprocher de la préfecture et de la direction départementale des territoires qui pourront vous aiguiller au mieux. Et puis, on vous a remis le lien vers Aide Territoire dans le fil de la discussion, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les précisions sur le Fonds vert. Et puis, il va y avoir beaucoup d'informations mises à disposition. C'est le guichet numérique privilégié pour ce fonds. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter dans vos favoris.
Je vais me tourner vers Pierre Fouché, qui est directeur de projet Sentier de Nature au CEREMA. Donc, Sentier de Nature, c'est une offre de service sur laquelle on avait un peu communiqué déjà, mais où il nous semblait vraiment opportun de revenir dessus dans le cadre de cette rencontre pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il y a derrière et voir si ça peut répondre à vos besoins et à vos projets. Pierre Fouché, je crois que je vous ai vu tout à l'heure. Je suis là. Parfait. Bienvenue. Je vous cède Merci. la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation et de me donner la possibilité de parler du projet Sentier de Nature. Donc, Sentier de Nature, ça vient d'où? Ça vient du plan Destination France 2030, un plan décidé l'année dernière par le gouvernement, qui a été mis en place pour relancer un peu le secteur du tourisme mis à mal par le Covid. Donc, ce plan, c'est un plan de plusieurs milliards d'euros avec beaucoup de choses. Dans ce grand plan, il y a 3 opérations qui ont été confiées au CEREMA pour leur mise en œuvre. Une opération qui s'appelle France Vue sur Mer, une autre opération qui s'appelle le verdissement des ports et des bases nautiques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'opération Sentier de Nature dont on va parler. Alors, je suis un peu perdu parce que le PowerPoint a été mis en page. Sentier de Nature, c'est donc une opération donc, qui est conduite par le CEREMA, qui a 2 objectifs principaux et complémentaires. C'est d'abord créer ou restaurer 1000 km de sentiers de randonnée pédestre en plaine, collines et plateaux, et préserver ou restaurer les patrimoines naturels, culturels et paysagers aux abords des sentiers. Il y a vraiment ces 2 objectifs qui sont poursuivis. Créer de l'offre de sentiers de randonnée, préserver et restaurer les patrimoines naturels, culturels, paysagers. En faisant ça, c'est des opportunités pour développer la pratique de la marche, du quotidien ou sur des périodes plus longues, favoriser un tourisme qui soit décarboné et durable, favoriser la reconquête de la biodiversité en milieu urbain et en milieu rural, on parle de rétablissement de continuité écologique, de renaturation, et renforcer et créer le lien entre la ville et la campagne, et plus largement entre des zones habitées et des zones naturelles. Un point important de cet appel à projet, c'est les territoires qui sont éligibles. L'éligibilité territoriale, elle a été faite de sorte que tout le territoire de la France et de l'outre-mer soit couverte par des dispositifs similaires. Les zones de montagne bénéficient du plan Avenir Montagne, qui a permis déjà de financer de la restauration de sentiers de randonnée. Et le littoral est couvert par l'opération France Vue sur Mer, qui est aussi pilotée par le CEREMA, qui permet de rétablir la continuité du sentier du littoral. Donc, Sentier de Nature s'adresse aux territoires sur la carte qui sont en blanc-gris, donc les territoires de plaine, collines et plateaux, donc les territoires un peu du quotidien, qui ne sont pas en montagne ni au bord de mer, mais où il y a quand même énormément de choses à faire et d'opportunités de développement de sentiers. Pratiquement, donc c'est un appel à projet qui est doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros. C'est le CEREMA qui est opérateur de ce plan. Donc le CEREMA fait l'instruction technique des dossiers et la gestion en propre des crédits. C'est un appel à projet au fil de l'eau. Donc il n'y a pas une date limite là bientôt pour candidater. L'appel à projet est ouvert depuis le 1er septembre 2022 et la plateforme de dépôt sera ouverte jusqu'au 31 octobre 2024. Donc pendant 2 ans, vous pouvez déposer des dossiers. Et ces dossiers doivent correspondre à des travaux qui se termineront au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, il n'y a pas de mise en concurrence des projets avec une date de dépôt qui soit proche. Il y a un peu moins maintenant de 2 ans pour mûrir et déposer les projets. Qui peut déposer des projets? Des maîtres d'ouvrage publics, des collectivités, des groupements de communes, des syndicats, des établissements publics, mais aussi des associations qui ont les compétences pour gérer des espaces, des sentiers de randonnée ou bien qui sont agréés pour la protection de l'environnement. Gestionnaires de réserves naturelles, par exemple. Donc, je l'ai dit, quels sont les projets qu'on va soutenir? C'est les projets qui prennent en compte les 2 objectifs de l'appel à projet, créer du sentier pédestre et une composante environnementale, paysagère, patrimoniale importante. J'insiste encore une fois sur l'importance de ces 2 objectifs dans les projets. On va viser une exemplarité environnementale. On va être très attentif aux impacts sur l'eau, en particulier sur les questions d'imperméabilisation, impact sur la faune, impact sur la flore. Il faut ne pas avoir d'impact et, si possible, améliorer le fonctionnement des milieux. Utiliser des matériaux qui soient locaux, biosourcés,
Et on parlait tout à l'heure de tourisme décarboné. Essayer au maximum de proposer une offre de randonnée qui permettent d'accéder en transport en commun ou en vélo. En détail, qu'est-ce qu'on va financer? Donc, les études préalables et les travaux d'aménagement de sentiers, de la création d'itinéraires, l'amélioration de l'accès aux sentiers, les travaux de sécurisation des sentiers, les travaux de maîtrise des effets de la fréquentation, c'est un sujet à la mode en ce moment et c'est légitime, de surfréquentation de certains sentiers, les aires de stationnement naturelles, en particulier y compris les vélos, les transports en commun pour réduire les nuisances, des points de vue, des belvédères et la réhabilitation du petit patrimoine local le long du sentier. Deuxième action, c'est tout ce qui est accueil du public et pédagogie, avec quand même un leitmotiv de faire des aménagements qui soient adaptés et sobres. Il ne s'agit pas de coller des panneaux partout. Donc, de la signalétique, des panneaux, des belvédères, les applications numériques associées pour la découverte du patrimoine, le petit mobilier pour accueillir le public et les supports de vulgarisation scientifique. Et enfin, le troisième pilier, c'est les aménagements et les équipements qui visent à protéger la biodiversité et les paysages aux abords des sentiers. Restaurer les continuités écologiques, installer des zones de quiétude, limiter l'accès à certaines zones à certaines périodes, faire de la requalification paysagère aux abords des sentiers, éliminer des points noirs paysagers et conduire des opérations de désartificialisation. On va financer des études préalables quand elles sont nécessaires, ou bien les travaux quand la collectivité a déjà fait les études qui lui permettent de savoir exactement ce qu'elle peut faire. On privilégiera des investissements qui soient pérennes et intégrés dans une gestion existante. Si le sentier est intégré dans un projet de schéma, c'est bien. S'il y a un lien avec d'autres itinéraires, c'est bien aussi. Évidemment, pas de saupoudrage de petits aménagements qui ne soient pas reliés entre eux. Et un point important, il faut que le porteur de projet démontre qu'il est capable d'assurer la gestion future de son sentier. Réaliser un sentier, c'est bien. Si on ne sait pas l'entretenir ensuite, et ben voilà, ça s'abîme, c'est plus utilisé, ça s'enfriche et donc on a tout perdu. Les taux de financement, ils sont assez élevés puisqu'on va monter à 80% de taux de financement. Si le projet coche toutes les cases, qu'on a une exemplarité environnementale, 80%. Donc pour la collectivité, finalement, ça coûte pas beaucoup en termes de financement. Après, ça coûte du temps parce que ça nécessite d'y travailler, mais on finance quand même bien. Le processus de sélection, donc on propose de travailler en préalable avec les porteurs de projet avant le dépôt du dossier. Donc il y a un mail, je pense que la page Sentier de Nature doit être diffusée sur le chat à côté. Sur cette page, vous voyez le mail qui permet de nous contacter. Le principe, c'est que les porteurs de projet nous contactent en nous disant « j'ai un projet, voici ce qu'est mon projet ». Si on considère que le projet il rentre dans les clous de l'appel à projet, on demande aux porteurs de projet de faire une réunion avec nous, ses partenaires, les services de l'État, donc la direction départementale des territoires, pour bien partager ce qu'on attend des projets, identifier les contraintes, les atouts du projet et construire le meilleur dossier. On est là aussi dans une posture d'accompagnement pour que les dossiers déposés soient les meilleurs. Une fois que le dossier est bien ficelé, la collectivité peut le déposer sur démarche simplifiée. Et là, on rentre dans l'instruction technique du dossier. Donc, côté CERAMA, on fait l'instruction technique. On demande un avis des services de l'État qui est réalisé par la direction départementale des territoires. Et muni de tous ces éléments, on propose à notre comité de pilotage national une décision. Si la décision est favorable, on retourne vers le porteur de projet. Il faut rédiger une convention, signer cette convention, puis il y a versement d'une première avance de 30% et un solde à la fin des travaux. On peut passer à la diapo d'après. Ah oui, la diapo d'après, c'était juste pour vous remercier et vous demander s'il y a des questions. Il y a une page web Sentier de Nature du CEREMA qui reprend un petit peu tout ça avec un règlement d'intervention qui précise vraiment ce qu'on finance et ce qu'on ne finance pas et qui vous explique comment candidater. On a beaucoup de contacts avec beaucoup de collectivités et je pense qu'effectivement, le réseau des petites villes de demain, ça peut nous permettre d'avoir d'autres contacts parce que voilà, on cible quand même les agglomérations de cette taille-là. C'est un peu les sentiers du quotidien qu'on veut réaliser, mais aussi des sentiers exemplaires en termes environnementaux. Donc, je pense qu'on a matière à travailler ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Fouché.
Alors, on avait prévu d'enchaîner tout de suite, mais vu le nombre de questions que je vois arriver, et merci beaucoup sur le fond vert et les sentiers de nature, je vous propose de prendre en quelques minutes déjà ici. Yann est avec nous. Oui, il a même ouvert son Oui, micro. oui, Merci oui. Yann. Parce que, Peut-être revenir sur un ou deux points sur ouais, le fond vert. Et pendant ce temps, je laisse Pierre Fouché prendre connaissance des questions sur les sentiers de nature. Et je pense que la plupart peuvent être répondues à l'écrit. Mais voilà, s'il y avait besoin d'éclairage oral, pas de problème. Yann, je vous en prie. oui, parce qu'en plus, il y en a une que je crois que j'ai j'ai supprimée en gérant mal l'outil questions-réponses et qui était très intéressante et sur lesquelles j'étais pas revenu. C'était comment solliciter le fond, donc un peu la mécanique. Il y a plusieurs questions d'ailleurs là-dessus. Euh, les, les mécanismes sont de toute façon pas encore complètement actés, je ne pourrais pas m'engager plus que ça, mais le principe général, ça va être de déconcentrer, enfin, que ce sera, la gestion sera déconcentrée. Donc les enveloppes seront déconcentrées au niveau régional. Et pour solliciter, vous aurez probablement des relais auprès de vos DDT M ou préfecture et après, sur la sollicitation en tant que telle, il y aura on utilisera la démarche simplifiée. Donc, un formulaire sera à remplir sur démarche simplifiée, qui est un outil que vous devez connaître, qui est assez classique pour toutes ces aides-là. Je pense que j'ai Oui, fait le merci tour de ce que beaucoup. je peux dire là-dessus. Ouais, peut-être juste Quoi par d'autre? rapport pour rassurer, hein, c'est pour ça. N'hésitez pas à aller sur le site Aide Territoire, comme vous a indiqué tout à l'heure. Vous pouvez avoir une alerte. C'est-à-dire dès qu'il y aura des nouvelles informations sur les ouvertures, etc., vous les aurez directement. Bien évidemment, dans le cadre du club Petite Ville de Demain, on vous tiendra au courant, notamment par l'infolettre et sur la plateforme Osmose. Et on regardera, vous nous direz dans le questionnaire à la suite de ce webinaire, mais bien évidemment, on prévoit de revenir sur le sujet dès le début d'année prochaine. Pour pas trop pénaliser que Jean-Marc Bouillon ait le temps de déployer sa présentation, ce que je vous propose, Yann et Pierre, c'est de répondre au maximum par écrit. Et puis comme ça, Très bien, en fin de webinaire, s'il y a des questions un peu résiduelles ou un peu plus épineuses à répondre à l'oral, on pourra y revenir si ça vous va. Ça a l'air d'aller. Super. impec. Merci beaucoup. Et donc, je me tourne maintenant vers le dernier intervenant de ce rendez-vous, donc Jean-Marc Bouillon, multicasquette. Vous intervenez au titre de Valor, donc l'interprofession, mais vous êtes également président honoraire de la Fédération française du paysage, président du Fonds de dotation intelligence nature, président de Takai Conseil. Bref, autant de casquettes qui font qu'on avait envie de vous écouter. Je vous en prie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Avoir autant de casquettes, c'est pas toujours très bon signe. Ça prouve une certaine ancienneté. Voilà. Alors, juste avant de commencer, j'avais deux réponses, deux commentaires à faire sur les deux premières interventions, celle de Monsieur le maire et celle de Monsieur, comment dire, Lancieux. La première sur la question qui était posée, est-ce que finalement végétaliser un parking, ça fait perdre des places ou pas, parce qu'on a un peu ce réflexe de dire finalement la place qui va être donnée à la voiture, à la nature va être de la place qu'on ne va pas pouvoir donner à la nature. C'est pas toujours vrai, hein, parce que si vous faites un parking avec une noue d'infiltration au centre, vous plantez les arbres dans la noue d'infiltration, qui en général correspond au pourcentage d'espace vert qui est prévu dans les PLU pour les parkings, et du coup vous ne perdez pas de place et vous avez bien le respect des règles d'urbanisme. J'ai même un exemple où on partait justement d'un parking qui avait réservé des places pour mettre les arbres. On a enlevé les places réservées au végétal pour les remettre en place de parking. On a mis les arbres dans la noue qui était au centre. On a diminué la surface imperméable, augmenté le nombre de places de stationnement et respecté complètement, même un peu mieux, le nombre d'arbres qui était demandé. Et la deuxième remarque que je voulais faire sur le fonds vert, à la question de l'équilibre financier, pas toujours facile à trouver quand on rajoute des solutions végétales, c'est toujours l'idée que ça coûte. Ce que vous disiez, c'était qu'il n'y a pas en face de recettes. C'est pas aussi vrai que ça, parce qu'en réalité, si on est capable de prendre la nature comme une infrastructure
et notamment au titre de l'eau et de l'infiltration. En infiltrant par des sols ouverts légèrement creux, on supprime les ouvrages hydrauliques, un tabouret siphon, un caniveau, une bordure, un séparateur d'hydrocarbures, un bassin de confinement, une pompe de relevage, etc. Et nous, on observe que quand on est capable d'aller au bout de traitements de ce genre-là, en réalité, on économise entre 15 et 25% du coût des VRD. Donc là, il y a un vrai équilibre financier à trouver. Voilà, c'était un préambule. Alors, normalement, c'est un PowerPoint avec un peu d'animation, avec des effets de teasing, etc. Mais ça a été un peu aplati, donc voilà, c'est pas grave. Première image. Elle part du principe qu'il y a urgence climatique et toute opportunité doit être saisie, quel que soit le chantier qu'on envisage. Hein. Un parking planté, c'est celui du Zénith, un tramway avec une plateforme engazonnée, enfin des restructurations de friches, etc. Évidemment, il faut à chaque fois privilégier la ressource en eau, planter pour adapter ces futurs territoires au réchauffement climatique. Slide suivante, mais tout ça ne suffira pas, même si c'est indispensable, parce que le renouvellement annuel de nos villes, par l'ensemble de tous ces projets, quels qu'ils soient, ne renouvelle nos villes que de 1% par an. Donc, si on abrite toutes nos stratégies d'adaptation sur les projets vivants d'une ville, on est parti pour des trajectoires d'adaptation de nos villes à 100 ans. Donc il faut réfléchir un peu différemment et puis s'intéresser à la ville qui n'a pas de projet, aux 99% de la ville qui n'a pas de projet, et être capable de leur proposer des solutions. Alors, les questions qu'on peut se poser en matière de stratégie d'adaptation des villes au réchauffement climatique, c'est non seulement par où commencer, mais c'est surtout pour qui commencer, parce qu'on n'adapte pas les villes au réchauffement climatique de façon globale, hein, ou de façon générique, on adapte les villes au réchauffement climatique pour les gens qui y habitent. Et ces données-là importantes parce qu'il ne s'agit pas uniquement de repérer les petits coins de terre où il n'y aurait pas de réseau, etc. Il s'agit d'abord de repérer, comment dire, où est-ce qu'il y a le plus de gens, où est-ce qu'ils sont les plus exposés et finalement les lieux par lesquels il faudrait commencer. Alors nous, on fait ça, c'est la slide d'après. Hein, et on arrive avec des techniques aujourd'hui très contemporaines de lecture algorithmique des photos aériennes en faisant des requêtes croisées. Quels sont les îlots d'une ville où la possibilité d'infiltration est la plus facile, où elle est très facile, moyennement facile, difficile ou impossible. Donc, on prend que les très faciles, moyennement faciles. En même temps, on dit et où il fait le plus chaud, plus de 32 degrés par exemple. Et ceux où il n'y a pas beaucoup d'arbres, où le gradient de naturalité est très faible, et surtout ceux où il y a le plus de gens qui habitent. Et quand on croise ces données algorithmiques, on arrive à sortir ce que vous voyez sur la commune de Blois, c'est-à-dire 2% du territoire entièrement propice à des solutions végétales parce que l'infiltration est possible, parce qu'il y a du sol ouvert, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres et parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent. Donc, on sort 2% du territoire. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la slide d'après. Et alors, normalement, il y a des petits chiffres qui apparaissaient, 1, 2, 3, etc. On a une sorte d'indice de facilité qui permet de serrer à l'intérieur de ces 80 îlots, en l'occurrence ici, en disant bah, celui-là, c'est le 1, c'est le plus facile, le 2, etc. On les classe par ordre, et ce qui permet d'objectiver des choix d'élus hein, qui se disent bah, je vais commencer par le 1, le 3, le 5, le 8, enfin, en fonction de considérations qui ne sont plus techniques, mais qui sont plutôt des considérations politiques. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a sélectionné par où commencer et pour qui. Et la question, c'est que faire. Alors, que faire moi, je remets souvent 2 slides, 2 croquis que j'ai piqués au programme de recherche Nature for Cities, qui finalement résume très, très bien la solution. C'est à gauche, vous avez la ville du tout tuyau. On essaye de contraindre l'eau, considérée plutôt comme un déchet qu'une ressource dans des tuyaux. Ça sature souvent, ça bypasse dans le milieu naturel. On voit que notre système d'assainissement, malheureusement, très souvent, au lieu d'assainir, il pollue. Et on sent bien que c'est pas très résilient parce que si quelqu'un donne un coup de godet dans le gros émissaire principal, ben, tout ce qui est en amont va se mettre à dysfonctionner. Alors, tout le monde, le SAGE, le SDAGE, la DERU, recommande de passer à l'image de droite. C'est quoi? Ben, c'est une infiltration des eaux pluviales au plus près de l'endroit où elles tombent, hein, par des espaces verts en creux. Et on voit qu'on peut supprimer les tuyaux, etc. Là, c'est la ville résiliente. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un chantier à faire sur le carré qui est au milieu, et ben ça n'embarquera pas du tout le système du carré d'avant et du carré d'après. Donc ça, c'est une vraie forme de résilience. Et surtout, on voit que chercher à infiltrer l'eau de pluie par des espaces verts en creux,
eh ben, ça conduit naturellement à une végétalisation massive de nos villes. Ça, en gros, c'est la marche à suivre. Alors, si on veut comment dire, quitter le rythme des 1% et des 100 ans qui le supposent pour arriver plutôt sur des stratégies à 10, 12, 15 ans, etc., il faut changer de regard, il faut imaginer d'autres choses et il faut surtout voir s'il est possible de faire d'autres interventions que celles qui se pratiquent dans ces fameux 1%, c'est-à-dire on arrive à la fin de vie d'un aménagement, il est usé physiquement, il dysfonctionne socialement parce que la société a évolué, il n'y avait pas de piste cyclable, il faut en mettre, enfin il y a une redistribution de l'espace, ça c'est les 1%. Mais en attendant qu'un morceau de territoire arrive dans ces 1%, comment on l'adapte pour lui permettre d'attendre dans des meilleures conditions? Eh ben, on le fait par des principes d'acupuncture. Alors l'acupuncture, tout le monde connaît le principe, c'est on repère des points très précis, très petits, on pique au bon endroit et ça irradie sur l'ensemble d'un secteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, dans un grand ensemble comme ça, eh ben, on va repérer les endroits à proximité des bâtiments, ce qui nous permettra de récupérer l'eau de toiture sur ces toitures places. On coude les descentes de gouttières avant qu'elles disparaissent dans le sol, dans les tuyaux. On les envoie vers des espaces verts en creux qu'on choisit pour être intermédiaire entre deux bâtiments à proximité de la parking, proche d'une voirie, etc., pour ramasser toutes les eaux de pluie qui sont interceptées dans ce projet, ce qui permet de faire des micro-travaux. On intervient de façon ponctuelle, mesurée, on préserve le plus possible l'existant pour optimiser les budgets et finalement on réduit l'intervention en maximisant le résultat. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points d'acupuncture? Ben, par exemple, on conserve une voirie et puis on va à la limite du trottoir et de la chaussée, on va supprimer le caniveau, supprimer la bordure, faire une tranchée et mettre de la terre végétale. L'eau de pluie du trottoir de la voirie va aller vers cette noue et on plante les arbres dedans, ça infiltre, etc. Alors pour ceux qui craignent que la filtration ne soit pas suffisamment bonne, dans ce genre de cas, on garde le tabouret siphon, on le rehausse un tout petit peu, la noue se remplit si ça infiltre pas assez, puis si jamais elle menace de déborder, comme on a conservé le tabouret siphon, ben ça part dans le tabouret siphon et on a le backup de la solution. Alors, plus concrètement encore, l'image d'après, voilà ce que ça peut donner hein, entre deux immeubles. Vous faites un jardin creux, puis vous faites un débat participatif avec les résidents de ce quartier. Est-ce que vous voulez que ce jardin creux devienne une aire de jeu d'enfants? Est-ce que vous voulez que ce soit un coin de lecture? Est-ce que vous voulez simplement que ce soit un point de naturalité? Ensuite, alors, qu'est-ce que ça donne à l'échelle d'un quartier? Parce que là, vous avez un quartier de 8 hectares, 3 bailleurs sociaux, 22 bâtiments, toitures plates, des parkings, des cheminements, des voiries, etc., etc. Eh ben, on intervient de façon locale, de façon très ponctuelle, à la façon de l'image d'avant. Et vous voyez que par un système de jardin creux de nous, donc de points d'acupuncture, on a besoin de mobiliser sur ces 8 hectares et ces 5,7 hectares d'espace vert, uniquement 4600 mètres carrés, saupoudrés ici et là, qui vont servir de lieu de stockage momentané, 30 cm de profondeur maximum pour que ce soit surtout pas dangereux et que ce ne devienne pas des ouvrages hydrauliques, mais simplement une ondulation de terrain. Donc, on a 4600 mètres carrés à saupoudrer en bon endroit et on récupère l'épisode pluvieux centenal et on crée autant d'îlots de fraîcheur. Alors, la slide d'après donne un petit bilan de tout ça. Donc, avec cette technique-là, eh ben, on réalise 11 îlots de fraîcheur et on plante 9 noues végétalisées, ce qui fait un total à peu près de 130 arbres. En comptant un arbre tous les 30 mètres carrés, on peut faire mieux si on fait une forêt Miyawaki. On récupère la pluie de référence centennale 60 mm, donc on infiltre 1380 mètres cubes par pluie d'orage. Et sur le volume annuel déconnecté, l'effet saisissant, c'est 14 000 mètres cubes. Voilà, combien ça coûte tout ça? Eh ben, le coût de l'intervention, c'est 4600 mètres carrés. J'ai compté 70 € le mètre carré. Pour ceux qui connaissent ces prix, c'est un prix moyen entre 40 € le mètre carré d'espace vert et plutôt 120 € le mètre carré de voirie. Donc ça, c'est quand on fait des nœuds en tranchant dans le goudron entre la bordure et la voirie, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris 70 € le mètre carré. On arrive finalement à 322 000 € de travaux pour 8 hectares. Si on ramène ça à l'hectare ou mieux encore au mètre carré, on est à 4 € le mètre carré et ces travaux étant subventionnés par les agences de l'eau, on peut même envisager moins. Alors voilà, alors on va un peu plus loin parce que l'idée donc c'est finalement c'est de repérer les points d'acupuncture, c'est de repérer ces micro-projets et quand on est capable à l'échelle d'une agglomération de recenser
l'ensemble de ces micro-projets, ça devient une politique globale. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la lecture algorithmique des photos aériennes, c'est qu'on peut changer c'est multiscalaire, on peut passer de la grande échelle à la petite échelle et passer d'un micro-projet à une politique générale. Alors là, ce que je voulais montrer, c'est que ça fait beaucoup de points d'acupuncture et nous, on est capable, par exemple, de repérer les endroits où ils sont susceptibles d'être les plus présents. Donc, en fonction de critères, de pente, où est-ce que se situe la surface perméable par rapport à la surface imperméable. Et du coup, ça permet de préparer les enquêtes de terrain, parce qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il faut absolument la coupler avec de l'intelligence naturelle. Cette intelligence naturelle, c'est celle des gens qui font le territoire. Et du coup, au lieu d'arpenter leur ville un petit peu au hasard en essayant de trouver pour des raisons mal maîtrisées ou plantées, on sait que dans ces sphères-là, il y a des points d'acupuncture qui vont à la fois préserver la ressource en eau et permettre la plantation. Je finis par quelques exemples de points d'acupuncture. Normalement, il y en a encore quelques-uns. Je ne sais pas où c'est fini. Vous arrivez à bouger? Ce que je peux vous proposer peut-être, Monsieur Bouillon, vu qu'il nous a raison dans 3 minutes. Merci beaucoup. On enverra les exemples d'acupuncture urbaine que vous nous avez passés dans le support de présentation complet. Je vois des questions et qui font écho à votre présentation. Au final, vous voyez avec Monsieur le maire les plantations sur but, mais comment concilier plantation sur but et gestion de ces eaux pluviales et cette logique que vous venez de nous présenter. De même, un questionnement plus de perspective historique. Comment en étant arrivé là, à tout canaliser, ça fait écho aussi à l'ouverture de la semaine faite par Stéphanie Dupuy-Lyon. On a bien noté vos questions. On va voir peut-être pour vous répondre par écrit. En 1 minute, Monsieur Bouillon. Oui, la première question, c'est effectivement de Monsieur Viroli, c'est comment conciliez-vous la culture sur but des arbres et la gestion des eaux pluviales? Il faut pas planter en but, hein, ça c'est clair, il faut faire idéalement, on essaie d'amener l'horizon vers des fosses de plantation, c'est absolument ça qu'il faut faire. Toutes les buttes sur terre sèche, et comme on aura des interdictions d'arrosage, il ne faut surtout pas mettre les arbres sur des buttes, hein. Il faut les mettre dans des espaces verts en creux, et envoyer l'eau de pluie dans ces espaces verts en creux et profiter du fait que l'eau qui va passer par ces espaces verts en creux va créer des sols profonds et qui permettront, avec des stocks d'eau à 80 cm de profondeur, qui permettront aux arbres de passer les pics caniculaires avec plus d'aisance que surtout si on les met en but. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, on voit bien que là encore, c'est aussi question d'ingénierie, d'expertise, de concertation et de conception vraiment en fonction de chaque territoire et au vu des grandes transitions auxquelles on fait face. Merci beaucoup. Je trouvais ça particulièrement intéressant de finir sur cette intervention parce qu'on le répète à l'envi, hein, vous commencez à nous entendre beaucoup dessus sur l'importance de faire projet, d'avoir un projet intégré. Le projet intégré, ça va aussi avec l'approche pragmatique et complètement cohérent aussi avec cette démarche, cette théorisation de M. Bouillon sur l'acupuncture urbaine. Faire projet, ça ne veut pas dire tout raser et tout refaire à zéro. C'est aussi et surtout avoir un cap, vous doter d'un cap et puis ensuite voir par les interventions ciblées au bon endroit comment faire pour progressivement transformer le territoire en lien avec les usages, les habitants et puis la vision politique des élus. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces témoignages. Comme toujours, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre préfecture et de votre direction départementale des territoires et d'installer votre alerte sur Aide Territoire pour être au courant de toutes les solutions de financement et d'accompagnement, que ce soit en ingénierie ou en investissement tout au long de votre projet. Un petit coup de pub pour demain, pour Valor, qui va présenter ses victoires du paysage annuel. Et pour la première année, il y aura une mention spéciale pour une petite ville de demain. On en est très heureux et très fiers. Donc, ce sera demain soir et on ne manquera pas de vous dévoiler la commune lauréate dès vendredi. Et sans plus tarder, il est 16h pile. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, dans une demi-heure pour nos travaux pratiques. C'est un format pour vraiment creuser un seul retour d'expérience. Donc, on aura l'honneur d'accueillir Madame le maire, Madame Ménard, maire de Saint-Jean d'Angély, en Charente-Maritime, pour nous parler justement de végétalisation de cette commune.
avec également la participation de la Banque des Territoires qui a accompagné la commune et de la prestataire qui les a épaulés justement sur cette végétalisation. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions, que ça soit sur le fond, sur les financements, tout ce que vous pouvez vouloir savoir sur l'opération. Donc, à tout à l'heure. Merci encore à tous de votre engouement pour cette semaine et de votre grande participation dans les questions. C'est vraiment très plaisant d'animer des webinaires aussi vivants. Merci beaucoup à Monsieur le maire. Merci à tous les intervenants pour vos éclairages précieux. Et un grand merci à l'équipe projet qui a conçu toute cette semaine thématique, et en particulier Julie Rago et Timothée Debrard. À tout à l'heure et bonne journée.